Et puis, Babila, on va commencer par rapport au dernier rebondissement, au dernier développement concernant ces magistrats et le garde des Sceaux. Effectivement, Madjou, hier, on a suivi ce spectacle auquel s'est prêté le garde des Sceaux et l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires chez nos confrères de film. Beaucoup de déclarations ont été tenues et assez de contre-vérités, émaillées de contre-vérités si on peut se le permettre. Parce que tout simplement, ce dossier qui fait l'objet de débats, on l'a encore rappelé, c'est concernant Dame Asmaou Diallo. Eh bien, le ministre, sa première sortie n'avait pas suffi pour lui parce que nous sommes revenus ici de dire le contraire. Eh bien, il a jugé utile d'aller contre-attaquer à nouveau avec les mêmes éléments, cette fois-ci en approfondissant ces éléments d'information. Est-ce que la dame Asmaou Diallo avait été reçue par le cabinet du ministre au même moment que le magistrat qui l'a condamné et placé sous mandat de dépôt? Ils nient carrément cette version. Ils vont jusqu'à dire que c'est après la relaxe de la dame au niveau de la cour d'appel que la dame était passée au département. Ce qui est faux, encore une fois, je suis formel là-dessus, parce que la dame avait été libérée dans la soirée. Dans la soirée de cette convocation, courant de laquelle on voudrait la mettre en face du juge, du magistrat qui l'a condamnée. Et donc, c'est faux, encore une fois, je me répète, la dame avait été reçue dans la matinée au cabinet du ministère de la Justice et non dans la soirée, alors que sa libération est intervenue le lendemain. D'accord, Madjou? Lorsque il y a eu ces échanges-là, je vais le dire, l'inspecteur général avait joint un des avocats généraux dont je vais taire le nom du côté de la cour d'appel pour demander à le mettre à disposition la dame en question. Celui-là a décliné complètement cette demande et finalement l'inspecteur a déclaré ouvertement, clairement, je ne mets pas au conditionnel, j'affirme, il a déclaré qu'il confie la dame à l'administration pénitentiaire de la cour d'appel de Conakry. Que ce dernier allait le revenir à lui, à son bureau là-bas, qu'ils allaient gérer le dossier à deux. Il l'a affirmé et la dame a été obligée de passer cette nuit-là à la maison centrale avant d'être relaxée le lendemain dans la soirée. D'accord? Ça, c'est le premier point sur lequel il fallait vraiment donner des éléments de précision. Dans la même communication, il a été encore vendu à l'opinion que le mandat de dépôt qui a placé Dame Asmaou Diallo en détention, que ce mandat de dépôt n'était pas signé. Selon le dit des deux hauts responsables du ministère de la Justice, que ce mandat n'était pas signé. Et je crois, je ne sais pas, j'ai ça sous les yeux, le mandat de dépôt signé le 25 septembre 2023 est égal 20 MC l'AB 2023, le régisseur. Il y a même, je détiens même la fiche individuelle du détenu, c'est-à-dire la fiche individuelle qui est faite pour chaque détenu, donc c'est mis au masculin du détenu, mais il est dit ici, information générale, prénom et nom, Asmaou Diallo, date de naissance 1960, lieu de naissance à l'Abbé, genre féminin, et bien filiation, l'âge Mamadou Djambora Diallo et de Adja Mariama Swadou Diallo. Profession ménagère, domicile, mosquée, commune urbaine l'Abbé, situation matrimoniale, mariée, et bien nombre d'enfants 2. Tout est écrit ici. Nationalité guinéenne. Bien, tous les renseignements sont dedans. Tous les renseignements sont sur cette fiche individuelle de la prisonnière. Et le mandat de dépôt aussi est signé, dûment cacheté à la fois par le régisseur,
mais aussi par le juge qui a décerné le mandat de dépôt. Alors qu'on a affirmé, affirmé comme quoi le document n'était pas signé. Cela n'a jamais été signé. Bien. Ça, c'est une preuve. L'autre aspect, c'est par rapport aux appels téléphoniques. Troisième élément, c'est par rapport aux appels téléphoniques. Encore une fois, l'inspecteur, il a été déclaré que l'inspecteur n'a jamais appelé le magistrat en question, ce qui est aussi faux. On a des preuves. On a des preuves. On a des documents. Ce qui est aussi faux. Au moment opportun, on va diffuser ces vidéos, ces audios. Parce que quand même, vous savez, la presse doit jouer un grand rôle. Vous savez, souvent, quand nous prenons des positions, nous taxons des journalistes partisans, mais la presse doit jouer un rôle pour le développement de son pays. La presse doit contribuer à l'émergence, à l'indépendance de la justice. Pourquoi je le dis haut et fort? Parce que quand un ministre de la République ou bien un inspecteur dit des contre-vérités dans un média, sachant bien qu'ils ont dit des contre-vérités et que nous, la presse qui avons des preuves, si on ne diffuse pas, c'est comme s'ils vont continuer à nous narguer et pendant ce temps, la vérité ne va pas jaillir. C'est pourquoi je dis, pour l'indépendance de la justice, la presse également doit jouer ce rôle. Nous sommes des acteurs de la société civile. Donc au moment opportun, on va diffuser ces audios-là et comme ça, on va se mettre à la place publique, comme ça, on saura qui a dit vrai ou qui a dit faux. Parce qu'il y a trop de mensonges dans le pays là. On a continué à mentir dans ce pays, il va falloir que je change. Parce que quand on affirme qu'on n'a pas eu des appels téléphoniques avec quelqu'un et que nous on a des preuves parce qu'on reconnaît les voix, sincèrement il va falloir diffuser ces vidéos là au moment opportun. Ce qui me déçoit dans tout ça, c'est quand ça vient des personnes qui sont censées servir dans l'exemplarité. La morale a foutu. Des personnes qui sont censées être des modèles, des personnes qui sont censées inspirer les jeunes gens, la nouvelle génération, les personnes qui sont au sommet de l'État, qui doivent incarner une certaine valeur, une certaine probité morale, et bien que ce soit ces gens-là qui se prêtent à des spectacles pompeux comme ça dans des contre-vérités, dans des mensonges, sincèrement, c'est déplorable. Encore une fois, il y a eu ces appels téléphoniques et après, quand le magistrat avait été reçu, l'inspecteur a bien déclaré que ce n'est pas lui qui a convoqué, mais plutôt le ministre. Sinon, pourquoi ces magistrats-là et le président du tribunal de l'Abbé et le juge en question sont restés au département là-bas jusqu'à 14 h. De 10 h à 14 h, ils sont à l'attente du ministre. Et combien de fois l'inspecteur, lui, il a émis des appels en direction du ministre sans réponse. On est formel là-dessus. Ils ont été appelés par téléphone et ils se sont présentés là au même moment que la dame dans l'ascenseur. La dame a été dans le bureau de l'inspecteur au même moment que le président du tribunal de première instance de l'Abbé. C'est le juge qui n'a pas accepté de rentrer dans la salle. Et lorsqu'ils sont sortis, le juge à son tour est rentré dans le bureau. D'accord? Ça, on est formel là-dessus. L'autre élément, c'est quoi? Le ministre dément, il dit la ligne rouge de son cabinet ou de sa gestion au département, qu'aucun membre de son cabinet ne s'est interféré dans une procédure judiciaire. C'est totalement faux encore. Il faut quand même à un moment donné diffuser ces audios-là. Ce qui est totalement faux. Il faut mettre ça sur la place publique. D'accord? Voilà. Non, sincèrement. Il y a trop de contre-vérités. Vous savez, la morale a foutu le camp dans ce pays-là. Honnêtement parlant. L'exemple doit venir d'en haut, l'imitation en bas. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On continue à mentir au Guinéen. Et le Guinéen accepte ce mensonge-là. Plus le mensonge est gros, plus le Guinéen croit. Mais c'est important. C'est pourquoi je le dis encore une fois, Babila, au moment opportun, on va diffuser ces audios-là. Parce que quand on annonce haut et fort dans un média, comme quoi les inspecteurs ou bien des membres de son cabinet n'ont pas effectué d'appel du côté de l'Abbé, nous, on va sortir ces audios-là. Et l'histoire jugera. Et le peuple va se rendre compte s'il y a eu mensonge ou pas, s'il y a eu des contre-vérités ou pas. La secrétaire générale, l'inspecteur général, le ministre, parce qu'il y a même des preuves où on entend des magistrats dire que le ministre, on a été contacté par la secrétaire générale sur instruction du ministre de vous appeler. Eh bien, après, on tente de réparer les choses. Mais nous, on a tous ces éléments-là. On a tous... Tout ce qui est en train d'être raconté, c'est ragots, c'est railleries, c'est rikiki qui sont en train d'inventer. Le peuple doit comprendre. Non mais sérieusement. On attend juste le moment opportun. Madjou, c'est important de rappeler. Et d'ailleurs, le ministre même est parvenu à inventer un mot hier. Il dit thérapeutique. Thérapeutique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par rapport à une question, il y a un jeune Billy Keita du côté de la Chine qui a posé des questions. Il dit qu'il y a un article qui dit qu'aucun magistrat ne doit être affecté au cabinet du ministère de la Justice sans avoir effectué 10 ans de fonction judiciaire.
que mais cet article, cette disposition de la loi portant statut des magistrats a été violée. En répondant aux questions du jeune, le ministre dit que celui-ci souffre qu'il souffre d'un problème mental, donc il le faut une thérapie. Il dit une thérapie à la fois psychologique. Je ne sais pas c'est quoi dans le langage français, on n'est pas allé loin en français, mais une thérapie à la fois psychologique, sincèrement, ça ne veut rien dire. Ça n'existe même pas en français. Il mérite ou il doit bénéficier d'une thérapie, d'accord, ça existe. D'une thérapie, et la thérapie, ça se rapporte à un problème psychologique. Est-ce que le ministre devrait tenir des propos pareils? Exactement. Pour répondre à une question, ça c'est une insulte d'ailleurs qu'il a faite à l'endroit d'un citoyen qui lui a posé des questions. Seulement des questions. Mais ça c'est juste formel. Mais sur les éléments de leur communication qui sont passés, en fait, du début à la fin, tout est cousu du faux et c'est du faux et archi-faux. J'insiste, persiste et signe là-dessus parce qu'on a des preuves. Il y a des membres du cabinet du ministère de la Justice qui se sont interférés, qui sont immixés dans des affaires judiciaires, dans des procédures, aller jusqu'à même proposer de l'argent à des magistrats pour, n'est-ce pas, éviter la condamnation des personnes qu'ils étaient en train de défendre. D'accord? Et ils ont empoché, on connaît des magistrats également qui sont membres du cabinet du ministère de la Justice, qui ont empoché de l'argent, je dis encore, qui ont empoché de l'argent en devises, des devises étrangères, notamment le dollar, qui ont empoché ces montants-là, pour justement plaider en faveur des dossiers, pour ne pas que ces personnes-là soient condamnées. On reviendra par rapport à ces dossiers. Ce sont des gens qui appartiennent au cabinet du ministère. On reviendra par rapport à ces dossiers. On va revenir, on va s'en tenir à cette histoire du côté de l'abbé, parce que quand même, si on nous parle de refondation, d'une boussole qui va orienter les Guinéens, c'est pourquoi j'aime le dire et je le répète encore une fois, la morale a fui le pays. C'est dommage et c'est regrettable. Félix Milimono, encore une fois, on a des preuves, on a des audios, bien sûr, des appels téléphoniques où des cadres du ministère de la Justice ont effectué des appels du côté de l'abbé où ils invitent ces juges, ces magistrats à se rendre à Conakry. Et si maintenant on annonce haut et fort dans un média comme quoi on n'a pas effectué des appels, je le dis haut et fort dans cette émission, le Before, ce sont des contre-vérités. Nous, la presse, nous devons jouer un grand rôle. Et ce rôle, c'est d'accompagner la justice pour qu'il y ait justice. Ce n'est pas une manière de se répéter, mais c'est important parce que nous sommes également des acteurs de la société civile. On n'est pas neutre dans une situation d'injustice. Moi, j'ai le devoir d'être impartial quand je donnerai une information, mais je ne serai jamais neutre dans une situation d'injustice. Ben, écoute, Madjo, c'est désolant. C'est désolant quand on écoute en longueur de journée. Pour ce cas-ci, ce qui est en train de se passer. Parce qu'en réalité, nous, on a eu accès à ces éléments. Et la première des choses qui m'est venue à l'idée, quand j'ai écouté le ministre et son inspecteur en train de développer la théorie des contre-vérités, c'est que je me suis posé la question, quel est finalement le rôle d'un inspecteur au sein d'un département aussi... non, laissons d'abord Charles. Venons au niveau de l'inspecteur. Dans un département aussi important que le ministère de la Justice. Je veux juste rappeler un peu le rôle d'un inspecteur. Il assure donc des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation, d'expertise et d'appui même ou de conseil dans d'autres situations. Mais si c'est le même inspecteur qui doit contrôler, qui doit auditer, qui doit évaluer, lui-même qui finalement comment dire, se rend coupable de ces situations comme ça, et pire, va dire des contre-vérités sur un média, je pense que c'est grave. C'est grave. L'heure est venue peut-être pour l'association des magistrats de notre pays de prendre toutes les responsabilités. Parce qu'en réalité, c'est évidemment, c'est la justice guinéenne qui est menacée. Mais mieux, c'est eux aussi leur corporation. Parce que vous avez vu la suspension de ces magistrats du côté de comment dirais-je, de l'abbé. Et on a quand même l'impression qu'on a un tout-puissant ministre de la Justice
qui va au-delà même de ce qui est régi et qui ne s'empêche pas de venir défendre même les contre-vérités. Allez-y, dites-le moi. Non, mais c'est la réalité. C'est ça, ne tournez mais même pas de défendre des contre-vérités. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'en réalité, lorsqu'on occupe une certaine fonction, on donne de l'exemple. On devient un exemple. L'exemple d'en haut, l'imitation en bas. Évidemment, aujourd'hui, nous avons des étudiants qui sont en faculté des droits. Comment percevront-ils tout ce qui est en train de se passer? Je crois que c'est important, même pour la future génération, parce que c'est un mauvais précédent. Madjou, lorsqu'on continue à conduire un département de la justice, j'aime bien le dire, j'aime bien le répéter, et je le dis, je persiste là-dessus. Vous savez, quand le CNRD est venu avec le discours par rapport à la refondation, même au niveau de la justice, ils ont dit que c'est la justice qui orientera chaque Guinéen. Et je le dis encore, je précise. C'est un discours laconique. Je le dis et je précise. Sincère. La réussite de cette transition partira en grande partie aussi de la réussite de la justice. Parce qu'en réalité, tout le mal que la Guinée a connu, c'est passé en grande partie aussi par la justice. Et donc, si on nous promet la refondation et que les faits qui étaient hier se répètent encore aujourd'hui, et puis par le ministre même qui conduit ce département, celui-même qui a la politique même pénale de notre pays, qui comment dire, se prête à ces genres d'actes, je crois que c'est mal parti. Il est temps pour le président de prendre encore ses responsabilités, parce que devant l'histoire, c'est lui le premier responsable. Aujourd'hui, Dadis, il est où? Il est devant... l'hôtel 5 étoiles de Kaloum. Évidemment, parce qu'en réalité, devant l'histoire, il est le premier responsable. Et j'en interpelle au président Mamadi Doumbouya de prendre ses responsabilités. Parce qu'après tout ce qui est en train de se passer, je vais vous dire une chose. Je crois... Vous êtes en train de dire peut-être à Doumbouya de le dégommer? Je suis d'accord. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui, Madjou. Pourquoi pas? Mais vous êtes en train attendez, ça fait, on a parlé de Charles, il a dit, à la nomination de Charles, il l'a dit, le colonel Doumbouya, il dit que je n'hésiterai pas de nommer même un 4e, voire un 5e ministre de la justice, tant que ça ne marche pas du côté de la justice. Vous vous rappelez de combien de fois on a débattu des genres de situations comme ça, et surtout sur le ministre Charles, et jusqu'à présent, je le disais ce matin. Mais vous connaissez la culture guinéenne. Félix, vous connaissez la culture guinéenne. Vous savez, quand des gens se retrouvent dans des situations où ça n'honore pas le pays, ne soyez pas étonnés qu'ils soient bombardés à des fonctions beaucoup plus élevées. C'est ça aussi la réalité de ce pays. Je le disais ce matin que, au-delà de tout ce qui est en train de se passer, parce qu'en réalité, j'en suis convaincu que le président lui-même, il a eu accès à ses audios. Mais... s'il ne prend pas ses responsabilités, moi je n'aurais plus confiance peut-être à une question de refondation. Très sincèrement. Ah bon? Parce que oui, mais les faits sont là, Madjou. Les faits sont là en réalité. Vous savez, allez, attendez. C'est important. C'est important, Madjou, c'est important de préciser les choses. Parce que on parle de l'avenir de la justice de notre pays. Tout le monde doit être logé dans la même enseigne. Vous savez c'est quoi? Nous sommes régis par les lois. Et lorsqu'on ne respecte pas ces lois, il n'y a pas de différence entre les humains et les animaux. Vous comprenez? Nous, on a la conscience d'éviter le mal et de faire le bien. C'est important. Mais lorsqu'un ministre qui dirige un grand département comme le ministère de la Justice et son inspecteur viennent à deux, moi d'ailleurs c'est ce qui m'a interpellé, viennent à deux sur un plateau pour dire des contre-vérités, sachant bien qu'ils sont bien impliqués dans ce dossier, ils sont mouillés jusqu'à la tête, jusqu'aux oreilles. Dans ce dossier, je ne peux pas comprendre. Et très sincèrement, je ne sais pas s'ils peuvent encore se mirer dans une glace pour faire un feedback de l'interview qu'ils ont eu à faire hier et voir les actes qu'ils ont posés dans ce dossier. C'est quand même malhonnête et c'est dommage. C'est dommage, c'est regrettable, c'est pas la première fois. Nous sommes dans un pays, on va pleurnicher tous les jours, mais ça ne change pas. Mais qu'est-ce qui fait ça? Parce que souvent on ne tire pas les leçons du passé. Et ceux qui sont à la tête du pays n'ont pas l'audace et le courage de dégommer les gens. D'ailleurs, les médiocres sont beaucoup plus élevés. Allez-y, Aoula Toussou. Quand vous partez souvent dans les tribunaux, dans les maisons de justice et tout, vous voyez... il y a un écrit, on dit ne dire que la vérité, rien que la vérité. Et je pense que le bon exemple voudrait que ce soit au niveau du ministère de la Justice d'abord, que cette vérité soit dite. Comment on peut juger quelqu'un, lui demander de dire devant un tribunal que la vérité, alors qu'au niveau du département même, la vérité n'est pas dite. À la l'allure où vont les choses, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que le ministre de la Justice et son inspecteur, est-ce qu'ils sont conscients qu'il y a des audios, des échanges téléphoniques? S'ils sont conscients, ou bien même s'ils ne sont pas conscients, mais s'ils savent réellement la vérité, venir juste démentir pour démentir,
alors qu'il y a des preuves contre eux, je pense que c'est compliqué. À l'allure où vont les choses. C'est pourquoi ces audios doivent se retrouver sur la place publique. C'est très important. Ça va prendre le temps. Contribue à l'indépendance de la justice. Ça va prendre le temps que ça va prendre, je pense, mais il faut que ces audios-là se retrouvent sur la place publique. Et à l'association des magistrats, ce n'est pas le temps, l'autre fois je l'ai dit, ce n'est pas le temps de faire des communiqués, de condamner. Il faut aller à la vitesse. Il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut accélérer tout de suite. Il faut appuyer sur l'accélérateur. Ce n'est pas au moment du démarrage. On est au moment où il faut accélérer vraiment. La voiture elle est déjà en route. Il faut accélérer. Il faut accélérer en quoi faisant? En sortant ces audios-là pour montrer à la place publique, à tout le monde, qu'effectivement il y a eu des échanges téléphoniques. Moi, j'attends quand même à partir d'aujourd'hui, depuis d'ailleurs hier après la sortie du ministre de la Justice et de l'inspecteur, moi j'attendais de l'association des magistrats qu'on puisse nous sortir les audios pour démentir ce qui a été dit hier. Mais si l'association des magistrats reste bras croisés juste, moi je pense que c'est pas la solution. Et après le coup d'État, on ne voudrait pas attendre après le coup d'État pour nous dire que c'est ça, c'est ce qui s'est passé. C'est maintenant. Pardon, après la transition. Il ne faut pas attendre après la transition pour nous sortir ces preuves-là. C'est maintenant où il faut le faire ou jamais. Il faut taper le fer quand il est chaud. C'est maintenant. Moi, je pense que c'est dès maintenant, ils doivent sortir les preuves contraires de ce qui a été dit hier par le ministre de la Justice et son inspecteur général. Mais s'asseoir là-bas et à faire des communiqués, nous condamnons à un certain moment. On n'a plus besoin de nous condamner. Ça me rappelle un peu l'histoire de nos parents à l'intérieur du pays quand ils disent que quand vous faites face à une tortue, il faut mettre le fer derrière pour qu'on vous écoute. Je ne sais pas si vous comprenez bien le français facile là. Je comprends bien. Donc à vous entendre parler, il faut mettre le fer derrière. C'est le bon moment. Le feu. C'est le bon moment. Le fer et le feu, ça revient à la même chose. De toute façon, ça va piquer. C'est le bon moment pour le faire. Il ne faut pas se taire ou observer la situation. Non, il a réagi hier. Il faut apporter des preuves. Bien. Allez, Emmanuel, c'est vrai que nous avons suivi le ministre chez nos confrères de FIM. Il faut le rappeler, il a dit tout comme l'inspecteur qu'il n'y a pas eu des appels téléphoniques, sauf que nous, on a des preuves dans ce studio. On attend juste le moment opportun pour diffuser parce que nous devons contribuer, bien sûr, à faire jaillir la vérité dans ce pays. Alors, bonjour. C'est notre motivation, c'est notre apport pour la transition, s'il faut le dire ainsi. Même si cette refondation, transition, sincèrement, ça ne change rien avec le régime d'Alpha Condé. Alors, bonjour Thierno Madjou, bonjour à tous nos téléspectateurs. J'ai écouté le ministre hier, ainsi que son inspecteur général des services judiciaires. Vous savez, je suis très friand, très admirateur des personnes éloquentes, des personnes qui ont le verbe facile. Sauf qu'il y a certains qui sont obligés de crier pour se faire entendre. C'est pas l'éloquence, ça. Il y a des personnes qui parlent très doucement, mais ils sont très compréhensifs et éloquents. Encore une fois, je reste quelqu'un qui est très friand, très appréciateur. Je ne sais pas le nom de quelqu'un. Absolument, très admirateur de cette façon de communiquer. Quand vous écoutez le garde des Sceaux, vous avez l'impression de voir une blanche colombe dont les plumes n'ont jamais été mouillées par toutes sortes de forfaiture, c'est-à-dire quelqu'un d'innocent, quelqu'un qui ne se reproche de rien. En fait, si je n'étais pas avec vous dans ce studio-là, si je ne travaillais pas au sein de ce buffet des GG, j'aurais dit, mais ils sont en train de raconter des salades. Parce qu'à mon sens, pour ceux qui ne sont pas au fait de ce qui est en train de se passer, pour ceux qui n'ont pas écouté les audios dont on est en train d'évoquer, pour ceux qui n'ont pas les éléments écrits dont nous disposons, il était tout simplement facile de dire attention, on est en train de s'acharner contre le ministre Charles, de s'acharner contre l'inspecteur général des services judiciaires, alors que ces éléments se passent de commentaires. Vous voyez un cadre du ministère, vous entendez un cadre du ministère qui instruit ou qui donne instruction à un magistrat en lui disant non, dans ce dossier, ce serait bien que tu suives telle autre procédure, regarde dans l'autre, voici ce qui a été fait. Et il vous dit non, il a donné telle somme, ça c'est sous la main, et puis, vous voyez, il a dit que c'est petit. Oui, je lui ai dit je lui ai dit que c'est petit, il faut qu'il augmente. Il a dit quand même qu'il n'est pas dans... C'est révoltant, c'est choquant. Je reviendrai vers vous. C'est une honte, c'est un désastre. Il a dit, je ne trouve pas les mots, les qualificatifs. Il a dit que c'est petit, mais non, je lui ai dit quand même que
pour pouvoir motiver ta décision, c'est-à-dire que les billets de banque sont devenus des éléments de motivation d'une décision de justice. Vous voyez comment est-ce que l'on peut pousser à un tel cynisme au sein de notre administration judiciaire. Et c'est quand même triste qu'on connaisse, qu'on soit conscient, c'est-à-dire dans notre âme, dans notre chair, qu'on soit au fait de ces éléments-là, mais qu'on ait l'outrecuidance. J'ai envie même de dire le toupet de venir sur les zones des médias pour affirmer autant de contre-vérités. Mais l'autre chose par laquelle j'aimerais terminer, au-delà de ces questions de preuves et qui se situent aux antipodes de la réalité, mais c'est aussi cette communication du ministre. Lorsque le ministre dit, et il faut comprendre son dessein. Le dessein, c'est de créer une sorte de division au sein de cette maison commune des magistrats. Lorsqu'il dit qu'il n'a pas de problème avec les magistrats, mais qu'il a de problème avec le bureau exécutif de l'association des magistrats. Il a traité le président d'émotionnellement instable. Même si, par après, il estime qu'il ne rentre pas dans un débat de personnes. Mais je pense qu'il faut qu'on prenne au sérieux notre intelligence. Vous ne pouvez pas traiter quelqu'un d'émotionnellement instable et dire que vous ne rentrez pas dans un débat de personnes. Et le nom de la personne, vous faites référence certainement à Mohamed Diawara, c'est l'un des magistrats africains les plus respectés aux États-Unis. Absolument. Allez aux États-Unis, allez au Congrès, il est reçu souvent par des sénateurs, par des... Sincèrement, bon, écoutez, non, n'allez pas loin. N'allez pas loin. C'est une sommité intellectuelle quand même côté magistrat. Côte d'Ivoire, juste après l'Assemblée générale de l'AMG, il a été reçu par l'association des magistrats de la Côte d'Ivoire qui l'ont même décerné un prix pour tout ce qu'il est en train de faire pour le rayonnement de ce corps de métier. Donc c'est tout pour dire que les magistrats doivent surtout prendre garde. Parce que l'objectif du garde des Sceaux, c'est de mener une sorte de scission au sein de cette maison commune. Alors qu'en réalité, si on a demandé des comptes à Paul, à Pierre, pour les décisions qu'ils ont rendues, cela n'empêche qu'un jour qu'on demande à Jean pourquoi il a rendu cette décision-là. Donc une injustice commise à un d'entre nous est une menace faite à tout le monde, pour reprendre toute la société, à toute la société. Donc encore faut-il préciser que c'était une communication qui n'a le don que de créer qui n'a le don que d'alimenter le climat délétère qui régnait déjà entre les magistrats et le garde des Sceaux, parce que lorsque certains de vos collaborateurs disent qu'ils ne sont pas contents ou qu'ils ne sont pas d'accord avec la façon dont vous êtes en train de mener leur barque commune, la bonne foi aurait voulu que vous acceptiez de les recevoir ou que vous acceptiez d'aller vers eux. Mais j'ai compris aussi au cours de cette interview, un élément que je relève, c'est que le ministre Charles se prend pour le roi au sein de ce ministère. Comme le roi de la jungle. Comme le roi de la jungle. Vous savez, le roi, il attend toujours que ses convives ou ses sujets viennent vers lui pour lui dire Sa Majesté, c'est nous qui avons fauté, nous avons besoin de cela. C'est pourquoi il a dit de votre clémence. Nous avons besoin de votre clémence. Que je vous pardonne. Oui, vous avez vu, il a cité plusieurs exemples. L'exemple de la situation des greffiers, l'exemple de la situation des magistrats de la Cour suprême. Il dit que ceux-ci-là sont venus pour dire « Monsieur le garde des Sceaux, comment on fait ?» Et lui, il a dit « Bon, voici ce qu'on fait. » Donc, il aurait attendu que les magistrats aussi viennent pour dire « Vénéré garde des Sceaux, comment on fait ?» Mais j'ai envie de le rappeler, ces propos de Tidjane Thiam. Ce serait bien qu'il puisse aller suivre l'interview de ce monsieur, de cet Ivoirien de la Banque Suisse, qui a 31 ans a fait relever une société à 4000 employés qui n'étaient pas payés depuis 4 mois. Il est tellement convoité à tel point que même le président Kagame au Rwanda a fait appel. Et vous savez, quand on lui demande c'est quoi le secret de votre réussite, la première des choses, il dit il n'y a de richesse que d'hommes. Et il continue en disant le respect ne s'impose pas, il se consent. Le commandement ne vient pas d'en haut, il vient d'en bas. Vous ne pouvez pas diriger les gens, attendre d'eux. C'est le b.a.-ba du leadership. Non, c'est le b.a.-ba du leadership. C'est ce que je voulais dire. C'est le b.a.-ba du leadership. Quand vous partez à Symphonia, vous pouvez apprendre des cours de leadership avec Dr. Isiaga Souare. Absolument. Bien. Vous ne pouvez pas demander à ce que les gens voient dans la même vision que vous, épousent le même verbe que vous, sans pour autant leur donner le choix d'opposer à votre conduite
certaines tares qui les relèvent. Je pense que le ministre, il ne gagne pas mieux en entretenant ce climat de crise au sein de ce ministère, et d'autant plus qu'il y a eu assez de bourdes. Encore une fois, il a montré ses limites, les limites de se surpasser, d'aller au-delà de ces questions d'ego, parce que lorsqu'un magistrat a été suspendu pour des fautes, pour des fautes dans lesquelles le Conseil supérieur de la magistrature l'a reconnu non coupable, la logique aurait voulu, la grandeur du garde des Sceaux dont il se targue aurait voulu qu'il lui replace dans ses fonctions. Maintenant, j'aimerais terminer par ceci. C'est très important ce que vous êtes en train de rappeler. Oui, naturellement. La force doit rester à la loi. Force doit rester. Et ça te grandit davantage. Absolument. Mais malheureusement, il y a certains, ils ne pensent pas à grandir. Absolument. Même si la loi ne vous impose pas de remettre le magistrat qui a été accusé dans ses droits, la bonne foi, le bon sens aurait voulu que, puisque le juge Mohamed Diawara a été relaxé, acquitté par le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il puisse retrouver, qu'il soit rétabli dans ses fonctions. Maintenant, moi j'aimerais terminer par ceci, et ce serait très court. Le ministre a reproché au juge Mohamed Diawara d'être venu vers lui pour lui demander le procureur général. Et lui, comment a-t-il fait pour être ministre de la Justice? Faut qu'il fasse attention. Sinon, si des langues décident de se délier dans ce pays-là, le contrôle sera sous la situation. Pourquoi il avait émis le souhait? Pourquoi il avait sorti cet audio enregistré? Non, vous savez... C'est des questions que je me pose. C'est tout à fait normal que je me pose cette question. Pourquoi avoir enregistré un procureur? Vous savez... À cette époque-là, on était tous enchantés vous savez, c'est très important qu'on pose cette question quand même. Si on dit que quelqu'un est venu vers lui pour demander, pour réclamer, pour demander quand même qu'il soit nommé procureur, on se pose des questions. Devoir de mémoire. L'histoire est têtue. Pourquoi la personne a arrêté un procureur? Vous avez compris pourquoi l'autre jour j'ai dit qu'on se doit de demander pardon à Sidi Suleiman pour ce tact-là si précis. Moi, ce que je m'avais dit... je le dis encore haut et fort, que ces audios-là doivent être diffusés. Ce que je m'avais dit, c'est pas une première quand même, mais c'est une réalité. Le président a le choix aujourd'hui entre sacrifier je ne suis pas optimiste. La justice au profit d'un homme ou sauver la boussole de la transition en démettant tout simplement... Vous savez, la culture guinéenne, il a le choix. Nous sommes habitués à voir des chefs d'État ou des présidents qui aiment des ministres qui font trop de bruit. Madjou, je ne peux pas comprendre ou je ne peux pas croire que le président de la transition, qui de surcroît est le président du Conseil supérieur de la magistrature, n'est-ce pas, du CSM, c'est lui le premier responsable, qu'on veille suspendre des magistrats, que la loi, le statut des magistrats est clair là-dessus, je crois que c'est les articles 37-38 qui disent clairement que la suspension d'un magistrat pour faute professionnelle, c'est pour un délai de 30 jours, pas plus. Et si rien n'est dit, il est rétabli de facto dans ses fonctions. Dans ses fonctions. Je ne peux pas comprendre que le président, étant le président du conseil le président du Conseil supérieur de la magistrature, qu'il veille à assister à de tels dysfonctionnements pas leur priorité, au sein d'une entité pas leur priorité. Que lui, il a voulu, vraiment, qu'il a désigné comme étant la boussole de la transition. Excusez-moi, vous savez pourquoi dans ce pays-là, la priorité de nos dirigeants, c'est comment être dans le beurre, bénéficier des largesses de l'État. Quand je dis bénéficier des largesses de l'État, les ressources, c'est pas leur affaire, cette question de droit. C'est pas une priorité. On est en train de parler de Simandou, là, on est en train de parler d'autres projets où il y a beaucoup d'argent. C'est ça la priorité des dirigeants. Les questions de droit, c'est pas leur affaire parce que ça ne change rien. C'est ça aussi, parce que vous avez bien fait de rappeler, la loi prévoit que 30 jours, ils devraient être rétablis dans leurs fonctions. Il y a tout lieu de se poser ces interrogations qui sont d'ailleurs très très fondées, parce que je ne peux pas comprendre encore une fois que qu'il en soit ainsi et qu'il n'y ait pas de réaction, que monsieur le président lui-même assiste à de telles injustices dans une entité qu'il préside. C'est pas sa priorité. C'est pas sa priorité. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est pas sa priorité. Si vous permettez, on est quand même avec un régime, une junte militaire au pouvoir quand même. Hein. Oui, mais la si loi, cette junte-là nous a promis... Ils ont suspendu la Constitution, non? Oui, si cette junte-là a promis à rétablir les lois organiques, si cette junte-là a promis de faire de la justice la boussole qui devra, ou en tout cas qui devra orienter tous les citoyens,
que l'exemple soit donné. C'était pour avoir le peuple. Dans l'entourage même du président. J'ai l'impression que vous ne vivez pas ici, Babila. A statué quand même en faveur de ces magistrats. Il y a plusieurs procédures disciplinaires aujourd'hui contre le ministre qui n'ont jamais connu d'aboutissement. Et au-delà de ça, Madjou, au-delà de ça, on a vu le ministre jurer, dire hier qu'il jure sur le Coran. Bon sang de bon Dieu. Combien de ces cadres-là n'a pas juré sur le Coran? Et après, combien d'entre eux, n'est-ce pas, ont respecté leur serment? Qu'on nous dise, la maison qui est acquise du côté de la France, comment cette maison a été acquise? Quelle maison? Qu'on jure sur le Coran. Aussi, que le ministre nous jure qu'il n'a jamais de bâtisse, qu'il n'a jamais de maison, qu'il n'a jamais d'appartement. Oui, non, qu'il nous jure juste. Ça, je pose la question. Nous apprenons... Aujourd'hui, nous apprenons que le ministre a acquis une maison du côté de la France. Qu'il nous jure que cela n'est pas vrai. Et on a même le nom de l'entrepreneur, n'est-ce pas, qui est cité dans cette affaire. On reviendra. On va revenir sur le cas de Asmao. Le chantier de Mafereya. On va revenir sur le cas de Asmao. Le chantier de Mafereya. On va revenir sur le cas de Asmao. C'est très important sur le sujet. C'est très important. J'ai envie qu'on revienne parce que vous avez écouté les extraits. C'est vrai qu'on ne diffuse pas pour le moment les extraits. Mais j'ai envie quand même d'écouter. J'ai envie de... Vous qui avez écouté ces extraits, Babila, nous tous on a écouté, mais... Quand il dit qu'il n'y a pas eu des extraits sonores, il n'y a pas eu d'appel téléphonique, qu'est-ce qu'il a dit entre guillemets? Bon, on ne va pas dire tout ce qu'il a été dit, mais en paraphrasant bien sûr. Non, cela, il n'y a pas lieu de revenir là-dessus. Quand même, moi je lance juste un défi. J'appelle même le cabinet du ministère à une confrontation dans ce studio. Les portes de cette émission leur sont grandement ouvertes. Qu'ils viennent ici, sur ce plateau, et qu'ils tentent de nous contredire. Comme cela, l'opinion saura qui dit vrai dans cette affaire. Nous, on dit et on insiste là-dessus que tout ce qui a été raconté, ce sont des contre-vérités. Qu'ils viennent nous prouver le contraire. Et on a des éléments pour le prouver. On a des éléments. Encore une fois, pour terminer, je vais terminer là-dessus. S'il y a lieu vraiment de sauver cette transition... Vous n'avez pas besoin de regarder la caméra. Oui, je le fais. J'ai l'habitude. J'ai pris l'habitude. C'est le rythme. Si vous êtes en train de... J'ai pris l'habitude. À mon avis, vous n'avez pas besoin. C'est pour dire que je m'assume en fait dans ce que j'ai dit. D'accord? La caméra vous fixe. Pourquoi je fixe la caméra? C'est pour dire que je m'assume en fait dans mes propos. Je vous comprends. Parce que quand je te regarde sur le plan en matière de communication, le regard détourné... ça veut dire autre chose. Que vous avez à dire, mais à force de regarder la caméra, c'est comme si vous avez un message bien déterminé, alors que ce n'est pas de votre ressort. Il vous écoute. Il reste encore quelque chose à sauver pour redonner confiance aux citoyens guinéens, que cette transition pourrait être, n'est-ce pas, pourrait réussir, c'est bien de sauver la justice guinéenne. Et cela, il n'y a nul autre moyen aujourd'hui que de démettre tout simplement ceux-là qui ne servent pas d'exemple à la tête Emmanuel, avant de revenir aux autres. Alors, rapidement, je pense que... Vous n'allez pas vous répéter. Oui, je ne me répète pas. C'est sur carrément un autre angle. J'ai aussi eu l'impression que le ministre voulait jouer avec nos esprits hier. Il était en train de jouer avec certaines expressions sémantiques, de ne pas confondre l'indépendance judiciaire à l'indépendance du juge. Mais qu'est-ce que l'un peut être sans l'autre? L'indépendance judiciaire prend sa force dans l'indépendance du juge. Et on ne parle pas d'indépendance du juge s'il n'y a pas d'indépendance judiciaire. Les deux vont de pair, en dehors du fait que ça soit des manipulations sémantiques, ça revient pratiquement à la même chose. Parce que si vous voulez garantir l'indépendance judiciaire, il faut garantir l'indépendance du juge. Et l'indépendance du juge influe forcément sur l'indépendance judiciaire. Et au-delà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a donné cette impression d'être le maître absolu de la magistrature, l'unique détenteur de vérité. L'unique détenteur de vérité. C'est vraiment un désastre. Moi, ce que je veux dire, en période de transition, il y a deux personnes. Il y a ceux qui font la transition, c'est-à-dire ceux, je dis révolution autant pour moi, ceux qui font la révolution, ceux qui croient vraiment au combat, ceux qui sont venus vraiment pour changer les choses. Ce sont eux-là qui font la révolution. Mais il y a ceux qui profitent également de la révolution. Ceux-là, ce sont des loups
déguisés dans la peau des agneaux. Et je crois pour la réussite de toute révolution, il faut démasquer ces loups qui sont déguisés dans la peau des agneaux pour que la révolution puisse finalement exister et résister au temps. Je pense qu'il est bon temps encore, pendant qu'on en parle, de prendre les responsabilités. Parce qu'en réalité, si vous regardez un peu le rétroviseur de notre pays, le développement de notre pays, vous prenez depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, je le disais la fois dernière, quand vous prenez après l'agression de 70, les crimes qui ont été perpétrés, la justice était pleinement associée à tout cela. Vous venez aux années Conté, ça a été la même chose. Aux années Alpha Condé, ça a été la même chose. Et je crois quand le président Mamadi a pris le pouvoir, il a dit que la justice sera la boussole qui orientera chaque Guinéen. Et c'est donc important pour avoir aujourd'hui. Le peuple, mais ce n'est pas sincère. Et c'est donc important aujourd'hui parce qu'en réalité, on a vu des magistrats dans ce pays, devant le président de la transition, dire qu'ils ont été obligés, qu'on les avait tordu la main de prendre certaines décisions qui n'étaient pas totalement libres. Et je le dis encore, il est bon temps pour ces magistrats, pour l'association des magistrats, de prendre leur destin en main. Parce que même eux, leur carrière est en jeu. Parce qu'ici, ils ne sont pas indépendants. Oui, évidemment, si leur indépendance est en jeu, leur carrière est en jeu, on suspend les magistrats comme on veut, comme si c'était des cacahuètes. Et donc, je crois aujourd'hui, s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, eh bien, ce n'est qu'à leur risque péril. Pour terminer, je vais dire donc, si on veut vraiment faire croire aux gens et on veut vraiment assurer aux Guinéens que cette transition, elle est venue pour rectifier le tir, il est bon temps de prendre les responsabilités par rapport à tout ce qui est en train de se passer à la tête du département de la justice. Écoutez, moi ce matin, c'est une déception, franchement. Il ne faut pas passer du dos de la cuillère vis-à-vis de l'association des magistrats de Guinée. Que reprochez-vous à ces magistrats? Ce que je leur reproche, c'est beaucoup de courage, d'assumer carrément pleinement leurs responsabilités dans le combat qu'ils ont décidé de mener pour faire valoir l'indépendance de la justice dans notre pays. C'est quand même le rapport de force, il faut aller jusqu'au bout. On a vu la sortie de Charles par rapport à tout ce qui est en train de se passer là. Le ministre Charles veut nous faire comprendre aujourd'hui qu'en réalité, qu'il est le seul qui maîtrise les textes de loi en Guinée, qu'il est celui qui a une bonne interprétation des textes, qui maîtrise ces textes-là. Alors j'ai envie de dire au ministre Charles Wright, si c'est le cas que c'est lui qui maîtrise ces textes de loi et que les autres magistrats ne le réussissent pas, c'est qu'il est en train d'échouer dans sa mission. Il est donc de son essor de créer le cadre qu'il faut pour que ces gens puissent bénéficier de la formation qu'il faut donc pour qu'ils puissent mieux interpréter les textes de loi. S'il estime qu'il n'y a que lui qui ne comprend et qui ne puisse bien interpréter ces textes de loi. À mon avis, il y a eu plusieurs personnes qui se sont prononcées là-dessus. Toutes ces personnes-là sont unanimes sur la même chose. Il est le seul qui voit le contraire. Et le ministre, il est dans la sémantique. Il se cherche dans les arguments possibles pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir comprendre. Aujourd'hui, la réalité, c'est que si on ne se lève pas, et donc si ces magistrats ne se lèvent pas pour assumer leur rôle, travailler à l'indépendance de la justice, je pense qu'on est très mal barré et je pense qu'on est en train de passer à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'il devrait faire concrètement? J'ai envie de rappeler. Qu'est-ce qu'il devrait faire concrètement? J'ai envie de rappeler, il faut aller au bout de ses forces. Il y a des enregistrements qui existent, il y a des preuves que vous avez, il y a des éléments d'information que vous avez. Le ministre Charles, hier dans sa sortie, il le rappelait. Il disait tout simplement, en réalité, il n'a rien à cirer avec cette histoire de grève des magistrats. Pour lui, c'est un non-événement. Les gens ne suivront pas et ceux qui ne respecteront pas cela, ceux qui respecteront le mot d'ordre de l'AMG seront tout simplement sanctionnés parce qu'on ne peut pas travailler, chercher, défendre la légalité dans l'inégalité selon lui. Je pense que quand c'est comme ça en réalité, il faut que les magistrats... Il les met au défi. Deux, il met à nu l'incapacité des magistrats parce que c'est ce qui veut nous dire qu'ils ne comprennent pas les textes de loi, ils ne peuvent pas les interpréter, mais il va au-delà de ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est également eux aussi parce qu'ils ont leur parole contre la parole du ministre Charles. Donc ces magistrats ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer. Ce sont eux qui sont dans les tribunaux. Justement, quand ils sont soudés, ça va faire mal. Mais regardez Tchernomadjou. Depuis l'annonce de la grève jusqu'à aujourd'hui, c'est facile de comprendre. Le ministre n'a rien fait pour les rencontrer.
Parce que quand il dit qu'il ne considère même pas la grève, pour lui, c'est un non-événement. Il n'accorde aucune importance à ça. J'ai envie de rappeler qu'à peu près, on a eu le similaire ici au temps de Kassori avec les enseignants qui grévaient. Il n'a pas résolu le problème à travers ce acte-là. Il n'a fait que le déplacer. Et le ministre Charles aussi, aujourd'hui, il n'est pas en train de résoudre le problème. Il est en train de le déplacer. Mais j'ai envie de dire une chose. Vous savez, dans le management moderne aujourd'hui, l'humain est forcément au centre de son management. Et dans la construction d'une équipe, il y a plusieurs phases. Après la phase d'orientation, vient obligatoirement la phase qu'on appelle la phase de conflit. Et après la phase de conflit, vient la phase de cohésion. Mais le ministre Charles a tendance à durer dans la phase de conflit avec les magistrats. Il ne s'entend pratiquement avec personne. Il serait facile de dire en ce moment-là que c'est parce que tout simplement, face au changement, il y a certains qui sont résistants. Mais bon sang de Dieu, quel changement? C'est l'interprétation des textes. S'il est toujours dans la phase de conflit, quelle devrait être l'attitude des magistrats? Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour faire bouger les lignes concrètement? Ils doivent être fermes dans la posture qu'ils ont aujourd'hui, fermes dans la façon de faire aujourd'hui, jusqu'à ce qu'ils aient satisfaction. Et justement, et s'assumer s'ils ont des preuves, mais qu'ils les brandissent. Parce que je dis une chose, Tiano Madjou, si ces preuves étaient brandies ce matin, au regard de ce que moi j'ai écouté hier, si ces preuves étaient brandies ce matin, je vous assure que le cabinet aurait sauté. Je vous assure que ça aurait peut-être même pu être des AVC pour certains, parce qu'ils ne pouvaient pas sortir à la veille pour jurer. Regardez ce que le ministre dit. Il dit: le jour où je vais trahir cette confiance du président en faisant des choses contraires à des valeurs que moi-même j'ai défendues dans ce pays, que Dieu détruit ma progéniture. Ça me rappelle le capitaine Moussa Dadis Camara à la barre, quand il était en train de le dire, tellement que ses propos sont dangereux, le président ne lui a pas laissé aller au bout parce que c'est dangereux. On n'a pas besoin de ça en réalité. Et c'est pourquoi, si ce matin, ces preuves étaient brandies, mais encore une fois, il faut dire une chose. Quelle que soit la durée, quel que soit le temps que ça prendra, un jour, ça finira par sortir. Mais qu'il soit à la tête de ce département, qu'il n'y soit pas, il sera à la quête d'une autre position un jour. Et l'histoire, finalement, la vérité finira par jaillir et les gens, l'opinion retiendra ça. Et cela, à mon avis, aujourd'hui, est très dangereux. Alors, la même question à vous, Alphonse Mara. Quelle devrait être l'attitude aujourd'hui des magistrats? Parce que quand même, Alphonse Chalouat, il est à la front. Moi, les magistrats, ils me font plutôt pitié. Parce que, en fait, je ne sais pas si c'est parce que je m'appelle Alphonse que j'adore les problèmes, ou si c'est parce que Charles aussi est Alphonse qu'il adore les problèmes. Mais quand on ne sait pas ce que son adversaire a comme élément dans une lutte, on évite de s'exposer. Parce que Charles, en fait, il s'est détricoté face aux magistrats. Il ne sait pas ce dont disposent les magistrats. Et c'est là où les magistrats me font pitié. En fait, dans une telle lutte, c'est vrai, il y a le fair play même dans la pire des guerres. Mais en fait, il ne faut pas faire intervenir la Croix-Rouge dans ce conflit-là. Il faut tirer à bout portant sur Charles. Tirer à bout portant sur Charles implique quoi? Les éléments de preuve qui sont en train de faire tourner dans les couloirs, mais qu'ils les sortent. En fait, je me demande comment on peut disposer d'éléments et que le ministre se permette d'aller devant des médias, jurer sur le Coran, défier des gens, et que ces gens restent silencieux. Et ils viennent, ils se mettent à réfléchir. Bon, est-ce qu'on doit, en fait, il n'y a pas de question à se poser. C'est-à-dire, c'est la vie ou la mort? Cette fois-ci, c'est l'avenir des magistrats qui est en jeu. Et quand je dis l'avenir des magistrats, Charles y compris, parce que après son poste de ministre, il est encore magistrat. En fait, aujourd'hui, quand même, ça permet de soulever une véritable question qu'on s'est toujours dit ici. Beaucoup veulent s'inscrire au barreau. Après la transition, beaucoup veulent s'inscrire au barreau. C'est pourquoi ils sont en train de tordre la main au barreau à ce qu'il y ait cette réforme-là, parce que la loi sur comme l'avocature, il faut avoir exercé, je crois, il faut avoir 15 ans d'expérience. 10 ans. Pour 10 ans d'expérience pour intégrer le barreau. Et donc, la plupart, certains aujourd'hui, notamment... Pour avoir son doctorat. Voilà, donc ils sont en train justement de piétiner ou en tout cas de pousser le pion à ce qu'il y ait cette réforme-là pour pouvoir intégrer le barreau. Mais avant qu'ils l'intègrent, ils sont d'abord magistrats. Mais j'ai envie de dire ici qu'aujourd'hui, l'histoire me donne raison. C'est-à-dire, quand on dit que la justice est indépendante, mais les magistrats ne sont pas audacieux, voilà la preuve la plus palpable. Ça, je vous donne raison aujourd'hui. Parce que vous avez toujours rappelé. La justice. Il faut avoir le courage, quand même, l'audace, quand même, sincèrement. Mais les magistrats manquent une solidarité. Si c'était face à un citoyen,
que cette situation s'était passée, en fait, on serait encore là en train de revendiquer, ah non, il faut que les magistrats soient courageux. Mais cette fois-ci, j'ai envie de le dire. Vous avez votre sort entre les mains. En fait, nous, on s'en fout. J'ai envie de dire à l'association des magistrats de Guinée, la presse s'en fout de votre sort. On n'a que faire de vous, hein. On s'en fiche. C'est vous qui êtes venus vous... Calmez-vous, non, calmez-vous. Non, attends, Alphonse, calmez-vous, calmez-vous. Attends, c'est important. Allez-y, calmez-vous. Bien. Attention. S'il vous plaît, allez-y. Calmez-vous. Non, Cap, c'est important. On va se calmer. Quand je dis on s'en fiche de leur sort, c'est pas nous qui allons perdre. C'est pas nous qui allons perdre. Nous allons perdre quand même. Nous, on a porté un sujet à l'antenne. Bien, nous allons perdre. Ne ramenez pas le débat sur ça. Non. Nous allons perdre quand même. Non. Allez-y, attention. allez-y, s'il vous Les plaît. répercussions peuvent bien nous toucher, mais c'est pas nous qui fondons leur carrière. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Nous, on s'en fiche éperdument. Ce n'est pas notre corporation qui est menacée. La justice est à lambeau depuis combien de temps? Voilà la preuve que c'est leur faute. C'est parce qu'ils manquent d'audace. Ils sont face à quelqu'un. Ils ont les éléments de preuve pour contredire ce que Charles est allé faire hier. Parce que Charles ne s'est pas contenté que de jurer. Il a défié l'institution qui est l'association des magistrats de Guinée. J'ai envie de me poser la question de savoir, mais des magistrats qui ont enseigné Charles et de ceux qui ont étudié avec Charles, jusqu'aux générations actuelles, il n'y a personne qui a l'audace de sortir pour contredire Charles. Même si doit être suspendu. Ils sont en conciliation dans leur propre groupe. Ils n'osent pas prendre le courage de venir devant les médias. Des médias à qui ils ont donné les informations pour mettre cette situation sur la place publique. Ils manquent d'audace de venir devant ces mêmes médias pour défier Charles. Pourquoi? Ils ont peur des répercussions. Leur poste. J'ai envie de me poser la question. Charles a offert le diplôme à quel magistrat? Personne. Ils ont tous étudié pour obtenir ça. Ils ont fait carrière. Il y a des magistrats qui ont le niveau plus que lui. Ben évidemment, il y en a qui l'ont enseigné. Ouais. Ah non, non. Donc, ça, c'est pas une réalité. Hein. Charles nous a fait savoir hier que le seul qui maîtrise les textes de loi en Guinée, c'est lui, Charles. Tous les autres ne connaissent pas. Et c'est vrai. C'est les enseignants, et c'est ça, profs, c'est maîtres de stage. Ça, c'est la vérité de notre temps. Charles est le meilleur magistrat en République de Guinée. Vu que les autres n'ont pas d'audace de venir défier Charles, c'est parce que Charles est le seul magistrat. Charles connaît les textes mieux qu'eux. S'ils connaissaient les textes mieux que Charles, qu'est-ce qui les empêchait de venir défier Charles? Ils ont quand même ce pouvoir de défier le ministre. Bah évidemment. Ils ont ces preuves. Charles était procureur général quand il défiait le ministre de la Justice. Mais qu'est-ce qui empêche les autres magistrats de défier Charles en tant que ministre? En fait, moi je n'ai rien contre Charles. Et ça, je l'ai plusieurs fois dit. L'arrivée de Charles a permis au ministère de la Justice de connaître une animation. Ça, c'est une chose salutaire. Mais on ne peut pas permettre, pour l'animation qu'il a apportée au ministère de la Justice, de mettre à nu l'association des magistrats et même défier nos lois. Charles n'a pas créé les lois en Guinée. Charles n'est pas législateur. Mais les lois qu'il a trouvées sur place, si Charles... Mais en fait, il faut qu'on arrête de nous apitoyer sur le sort des magistrats. C'est une chose. Soit les magistrats ont l'audace de venir dans ce studio, défier Charles, permettre de montrer les preuves aux citoyens. Ils organisent juste une conférence de presse à laquelle conférence ils vont s'adresser au peuple, tout simplement. Et pas que s'adresser. Non, attention. Qui mettent les preuves, qui mettent les preuves à disposition des citoyens. Parce qu'aujourd'hui, la question qu'on amène à se poser, c'est si Charles prend un tel risque, s'il se détricote pour affronter les magistrats, c'est que Charles a au moins quelque chose sous la main. Il a une certaine assurance. Mais les magistrats peuvent-ils manquer d'assurance à ce point? Ils sont nombreux quand même dans le pays. Les magistrats peuvent-ils manquer d'assurance à ce point? Il a fallu qu'on les appelle ici à boycotter les juridictions pour qu'ils fassent leur grève. Bon, s'ils attendent mes conseils, moi je les invite encore à venir dévoiler les preuves qu'ils ont. Parce qu'on attend que ça. Si cette occasion passe, et ça c'est jusqu'à demain, si cette occasion passe, Charles a communiqué hier. Il a communiqué hier. Nous sommes à 24 heures, à 72 heures. Vous ne pouvez pas réagir. En fait, une réaction, c'est 24 heures après. Si 72 heures après, vous n'avez pas réagi, c'est que vous n'avez pas d'éléments. Et dans ce conflit-là, qui est politico-judiciaire, si les magistrats n'ont pas l'audace de dévoiler les éléments qu'ils nous ont mis à disposition, nous, on prendra le risque de le dévoiler à leur place. Allez. Et ça, ils vont assumer les conséquences. Parce qu'on ne peut pas manquer d'audace à ce point. On est en train de crier tous les jours ici, justice indépendante, justice indépendante. J'ai envie de dire aux acteurs de la société civile aujourd'hui et aux acteurs politiques, il faut arrêter d'accuser le régime. Ce n'est pas la faute à Doumbouya. Doumbouya n'est pas responsable du manque d'audace de nos magistrats. Il faut arrêter d'accuser les ministres. Charles n'est pas responsable. Allez-y, allez-y. Non, Babila. Babila, il ne peut pas arbitrer. C'est de prendre le côté de la vérité. L'arbitrage, c'est de s'aligner sur, n'est-ce pas, Babila, la voie de la vérité. Un magistrat n'a pas besoin du support du président de la République
pour dire la. Il a le pouvoir de nomination. Aujourd'hui, voilà le problème. Le pouvoir de nomination dont tu es en train de parler. Aujourd'hui, la nomination des magistrats qui est faite par décret est subordonnée à l'aval du Conseil supérieur de la magistrature. Joe, ce n'est pas des gens qui tombent du ciel. En fait, j'ai envie de leur dire, hey, le président n'est pas responsable du manque d'audace des magistrats. Le ministre de la Justice, qui est Charles, n'est en aucun cas responsable de la pression exercée sur les magistrats. Les magistrats sont faibles. C'est des gens qui ne s'assument pas. C'est des gens qui manquent d'audace. Et ça, je prends le risque de le dire. Je ne le mets pas au conditionnel. C'est des gens qui, à l'avenir, ne pourront pas rendre les décisions de justice comme il le faut. Parce qu'ils voudront encore draguer Charles. Ils sont en une tentative de drague de Charles. Ils sont en train de faire la cour à Charles. Bien. Non, ils sont tous en train de le faire. Allez, en conclusion. Parce que personne ne s'est désolidariser de cette démarche pour dénoncer. Ils sont en train de faire la cour à Charles. Et les conséquences, c'est pour eux. Désormais, j'ai envie que tous les Guinéens sachent que la justice guinéenne a toute son indépendance. Mais de l'indépendance des magistrats, ça, c'est les magistrats qui le décident. De l'autre côté, Babila Keita, parce que visiblement, c'est comme si vous ne partagez pas le même point de vue qu'Alphonse par rapport à certains points. Quelle devrait être l'attitude des magistrats? Parce que sincèrement, on en parle tous les jours. Non, sur ce point, on est d'accord. Il manque de courage, d'audace, vraiment de responsabilité. Et ça, il faut le dire. C'est clair comme le roche. Mais cependant, encore une fois, à dire que la justice guinéenne est indépendante aujourd'hui, ben c'est de l'inféodation, on ne sait même pas quoi dire. Non, il n'y a aucune indépendance. La justice guinéenne est plus que jamais instrumentalisée aujourd'hui. La justice guinéenne est plus que jamais inféodée aujourd'hui parce que tout simplement... Mais on peut refuser quand même d'être influencé. On peut refuser quand même. Non, exactement. Comment refuser? Comment refuser quand on permet au ministre de suspendre au-delà du délai indiqué par la loi? Où sont les autres magistrats pour revendiquer? Eh bien, ils le revendiquent aujourd'hui. Mais maintenant, les autres, ils ne revendiquent pas. Ils ne revendiquent pas. aujourd'hui. Attendez, allez-y, continuez. C'est compliqué. Il va falloir qu'on s'écoute. On va s'écouter, s'il vous plaît. Que chacun puisse avoir son temps d'antenne et puis il s'explique après. Si vous n'avez pas le même argument que l'autre, vous contrecarrez. Allez-y, vous contre-attaquez. La justice guinéenne est-elle indépendante aujourd'hui? Faux. Elle n'est vraiment pas indépendante. En fait, on n'a même pas besoin de remuer terre et ciel pour le savoir. C'est une vérité qui est connue, qui est sûre de tout le monde. Ça se vit au quotidien. D'accord? Et là, à partir du moment où le ministre arrive à tenir de tels propos et même à défier toute une corporation, c'est parce qu'il se sent fort de quelque chose. Il se sent fort de quelque chose, c'est parce qu'il sait que la justice est devenue sa propriété. Il sait qu'il est appuyé, qu'il est soutenu par quelqu'un qui pourrait l'accompagner. J'ai envie de vous poser une question. Nous sommes de la presse quand même, il y a une solidarité. Souvent quand l'un de nos confrères est attaqué, il y a une solidarité. Pourquoi les magistrats ne devraient pas faire autant? En fait, il y a cette hypocrisie. Quand je vous dis, mais c'est pas la faute du ministre. Je vous dis par exemple, c'est pas la faute du ministre, Madou, peut-être cet autre audio, je ne vous ai pas mis à disposition. Il y a un magistrat très haut placé, très proche du ministre, qui dit ouvertement que c'est lui qui a plusieurs fois conseillé au ministre qu'avant de suspendre les gens, de les entendre. Et au-delà, non, l'autre élément, au-delà, il dit que c'est un groupe de personnes, que même la décision de débrayage des magistrats aujourd'hui, que ce n'est pas une décision émanant de toute la corporation, que c'est juste un groupe de personnes, un groupe de frustrés, des personnes frustrées qui ont pris cette décision-là. Donc vivement une solidarité des magistrats. J'ai l'enregistrement là, c'est un magistrat qui le dit, très haut placé, proche aussi du ministre de la Justice. Il le dit. Il dit que c'est des personnes frustrées qui suivent leurs sentiments, qui sont dans l'émotion, qui font ça, il n'y a pas de débrayage, il n'y a rien, et puis ils vont continuer. Et ces magistrats-là, ils s'affichent sans gêne, mais encore une fois, comme il l'a dit, il vous appartient. S'il n'y a personne pour vous défendre, allez, vous pouvez vous défendre. Contre-argument de Emmanuel, s'il vous plaît, on va suivre quand même Alphonse Mara. Vous avez suffisamment de temps. Allez, contre-argument. Espace, le Bifort DGG, le contre-argument. Allez Emmanuel, visiblement vous n'êtes pas d'accord avec Babila. Pas d'accord avec Babila, pas d'accord avec Alphonse qui visiblement a eu une très belle litanie ce matin-là. Mais moi je voudrais dire que
ce n'est pas parce que le ministre Charles est monté au créneau, ce n'est pas parce que il a parlé de vive voix, gorge déployée, que les magistrats doivent répondre avec le même arsenal. Il peut y avoir des luttes souterraines, il peut y avoir une autre stratégie qui n'est pas forcément le fait de sortir dans les médias. Laquelle? Non. Son argument après, si vous voulez contrecarrer, attaquer, vous allez enchaîner. Absolument. Bien. Autant vous parlez de ces éléments qui sont en train d'être, qui sont en train de circuler dans les groupes sur ces supposés, j'ai envie de dire, manœuvres que l'inspection judiciaire ou le cabinet du ministre ferait pour influer sur les décisions de justice. Il y a aussi possibilité de mettre ces éléments-là à disposition de ceux qui sont haut placés, de ceux qui ont la possibilité de prendre une décision à l'encontre du ministre Charles. Donc, ce n'est pas forcément le fait de venir dans les médias qui est la méthode la mieux indiquée pour se faire entendre, d'autant plus que la question de l'audace, je pense qu'il faut premièrement beaucoup de courage pour enregistrer ce genre de choses, quand on sait tout ce qui peut vous coller à la peau comme procédure ou comme, j'ai envie de dire... a servi d'exemple, hein? Oui, c'est lui le précurseur de cette pratique honteuse. C'est un cas... C'est lui le précurseur. Vous allez rappeler, allez-y, continuez. Oui, mais ça c'est un cas isolé dans lequel celui qui a été enregistré n'a forcément pas voulu porter plainte, amener cette affaire. La procédure a été portée devant le Conseil supérieur de la magistrature. Il l'a fait, la procédure n'a pas connu d'aboutissement. On va avancer, c'était entre parenthèses, on va gagner en temps. Et si nous avons actuellement un Conseil supérieur qui fait quand même du bon travail. Donc je pense que la procédure pourra aboutir. Donc ce que moi je voudrais dire, c'est que il ne faut pas tomber à bras raccourcis sur ces magistrats-là. Il faut s'attendre d'abord aux résultats qui pourraient résulter du travail qu'ils sont en train de faire de manière souterraine. Ils ont choisi de rester dans le silence et de faire des choses à leur manière, à leur façon. Il n'appartient pas à un journaliste, fut-il Sékou Alphonse Mara, de leur imposer la démarche à suivre. C'est leur corporation, c'est eux qui connaissent les entrailles, c'est eux qui connaissent comment ça fonctionne. Donc s'ils choisissent de ne pas venir devant les médias pour mettre cela à disposition, c'est qu'ils ont une autre façon. Cela ne voudrait pas dire, encore, je termine par cela, le fait de procéder par cette stratégie souterraine ne leur enlève pas le droit, si cette première stratégie s'avère infructueuse, de revenir sur la place publique et de mettre ces éléments-là sur Je pense qu'à un moment donné, il faut éviter de tirer sur un cercueil ambulant. Les magistrats, ils sont déjà à terre avec cette communication qui a jeté autant de discrédit sur leur profession. Il faut les laisser mener leur lutte à leur manière. Bien oui, comme ça peut-être physiquement, vous n'êtes pas d'accord avec Emmanuel? Moi, j'ai envie quand même de rappeler une chose. Quand Emmanuel dit qu'ils n'ont qu'à changer de stratégie, peut-être qu'ils sont en train de mener des éléments dans l'ombre ou bien souterrain pour pouvoir aboutir à un certain nombre de résultats. J'ai envie de savoir quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? La réalité aujourd'hui, combien de décisions ont été rendues par le Conseil supérieur de la magistrature qui n'ont pas été appliquées par le ministre Charles lui-même? Le Conseil supérieur qu'on saisit. Ce n'est pas forcément le Conseil supérieur qu'on saisit. Je n'ai fait que donner un exemple, mon cher. Allez-y. J'ai donné un seul exemple pour justement mettre à nu ce que tu es en train d'évoquer là, pour permettre justement à ce que les gens... Première quand même, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Le cas le plus illustratif, c'est avec le cas Mohamed Diawara. Exactement. Et tu sais, ce qui moi me fâche dans cette histoire, c'est de savoir que quand Charles était procureur général, il avait le courage, il avait l'audace, il avait cette force, cette responsabilité d'attaquer même l'ancien ministre de la Justice, qui était ministre de la Justice quand il était là, même le haut commandant de la gendarmerie, il l'a attaqué, il attaquait tout le monde, le ministre de la Sécurité, il l'a attaqué. Il avait l'audace, ces gens-là déraillent. Aujourd'hui, il faut que les autres aussi s'assument. Regardez la preuve, celui qui l'a succédé, celui qui est venu après lui, le procureur actuel qui est venu à la place de Charles, est-ce qu'on sait même qu'il existe? Il est totalement absent. Effacé. Donc, il faut aujourd'hui un vrai courage pour rappeler le ministre Charles aussi
sur la raison. Et finalement, comme cela, on peut finalement réussir. Tout le monde n'a pas la qualité d'acteur de théâtre. Je suis désolé. Attention, non. Ce n'est pas synonyme d'être un acteur de théâtre. C'est aussi facile que ça, Emmanuel. Non, si tu n'as pas d'argument ce matin, si ce matin tu n'as pas d'argument, tais-toi et écoute-nous. Ce que j'ai envie de dire, c'était pas du cinéma parce qu'il interpellait des gens qui ne respectaient pas la loi. Tout le monde n'est pas enclin à se mettre. Non, tout le monde n'est pas enclin à se mettre en spectacle. Tout le monde n'a pas cette facilité-là. Dire la vérité est synonyme de faire quand je dis faire le spectacle, il ne faut pas le voir sous l'angle péjoratif. Il faut le voir sous l'angle où il y a des personnes, naturellement, à la fois dans oui, il faut me permettre, je ne vais pas craquer à l'antenne, mais encore une fois, il y a des personnes qui, dans leur façon d'être, ne sont pas enclins à s'exposer de cette manière, ne sont pas enclins à exposer les affaires dans lesquelles ils sont, comme le fait le ministre Charles. Il y a des ministres qui ont le sens de la réserve. Il y a des magistrats qui estiment que tout n'est pas à mettre sur la place publique. Donc il faut leur donner, il faut leur accorder ce droit-là. Il faut le respecter. On va clôturer. On va clôturer. Allez, oui, Félix Milibona, avant de revenir à Alphonse. Je crois, il faut le dire, ce n'est pas une question de théâtre, ce n'est pas une question de show, mais c'est une question de responsabilité, de s'assumer. C'est ce qu'on demande. On ne demande pas aux magistrats de prendre des tambours et des trompettes pour siffler partout qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont fait cela. Mais ce que je veux dire, c'est de prendre la responsabilité sur eux, c'est de prendre la responsabilité sur eux, d'assumer. Il faut qu'on l'écoute après. Un magistrat, il faut qu'on l'écoute d'abord. Un magistrat qui a des preuves sur un dossier, sur un fait, et le ministre et son inspecteur se permettent de dire des contre-vérités sur un média, et que le magistrat se taise, c'est qu'il est complice mais consent. D'accord? Donc, il est complice de tout ce qui est en train de se passer. On ne demande pas au magistrat de faire tambour et trompette. Ce qu'on demande, c'est de s'assumer, mais jusqu'au bout. De s'assumer, mais jusqu'au bout. On ne peut pas avoir une justice forte si les magistrats n'ont pas la possibilité de se rendre eux-mêmes forts et de s'assumer, de prendre des décisions. C'est important. Non, mais j'ai juste envie de dire... Vous répondez juste à Emmanuel, Félix, pas par rapport à certains sujets. Oui, sur la question à dire il n'est pas question forcément de théâtralisation. Mais lorsque les gens disent que les magistrats doivent sortir, c'est qu'on attend d'eux un discours caustique, un discours qui sera... Non, mais c'est ce que je déduis. S'assumer, c'est quoi? S'assumer, c'est quoi? Attendez. Non, il vous a laissé s'assumer, c'est quoi? S'assumer pour beaucoup, en tout cas, dans l'opinion publique et dans ce studio, c'est de dire que il faut enlever le ministre. Il faut enlever. S'il vous plaît, allez-y. Il faut enlever. Allez-y. Non, ça n'a rien à voir. Il faut enlever le ministre Charles. Il faut tenir ce genre de discours martial. Je pense qu'encore une fois, on a reçu ici le porte-parole de l'association des magistrats. Mais quelle éloquence, quelle sérénité. Vous avez tous été témoins. Il n'y a pas ce qui a été dit dans cette émission hier, que ce porte-parole des magistrats n'est pas revenu pour éclairer la zone d'ombre. Donc s'ils ont décidé, parce que cette sortie, quand il est venu dans ce studio-là, ce n'était pas en réponse de la sortie du ministre. Ils ont été les premiers à accepter, à prendre la parole dans un média pour revenir de fond en comble sur ce dossier-là. Pour venir de fond... S'il vous plaît, attendez. Essayez de finir. Après, les autres vont enchaîner. Pour venir de fond en comble sur ce dossier-là, ils ont pris le courage d'expliquer les tares que le ministre et son cabinet ont eu dans l'interprétation de la disposition de l'article 537 du Code de procédure pénale. Donc, on ne venait pas nous dire que les magistrats sont obligés à chaque fois de sortir dans les médias. Ce n'est pas une méthode forcément, ce n'est pas la seule indiquée. Il y a d'autres alternatives. Il y a d'autres alternatives. Allez, Alphonse, rapidement. En fait, j'admire le courage. Allez-y. J'admire vraiment son courage. Parce que si Emmanuel veut trouver une méthode secrète pour régler ce problème qui ne soit pas le combat de rue que Charles lui-même a ouvert, je me pose la question de savoir ça donnera quoi. Parce que le Conseil supérieur de la magistrature a pris quelques décisions qui n'ont pas trouvé de moyens d'exercice sur le terrain. Ça n'a pas été appliqué. En fait, oui, évidemment. Moi, j'ai juste envie de rappeler une chose. Ça, c'était par rapport à la sortie de Babila. En fait, aujourd'hui, et ça, je le dis avec la plus grande confiance qui puisse exister,
la justice guinéenne est la justice la plus indépendante de la sous-région. Le statut particulier des magistrats. Non. S'il vous plaît, il va finir. Il va argumenter. Babila, tu n'es pas obligé d'être d'accord. Continuez, allez-y. Il va argumenter. Babila va souffrir. Laissez-lui argumenter, Babila, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous me faites beaucoup souffrir dans ce studio-là. Allez, argumentez. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez enchaîner. De la sous-région. Ouais. Et ça, quand je le dis avec toute la conviction. Le statut particulier des magistrats. En République de Guinée, les magistrats font partie de la corporation la mieux traitée. Le statut particulier en témoigne. Mais après ça, le statut particulier des magistrats a été signé pour que les magistrats arrêtent de se plaindre de leurs conditions pour justifier leur bavure dans les procédures. Mais ensuite, ils sont venus dire au colonel Doumbouya qu'on exerce une pression sur eux, même si certains n'ont jamais subi de pression. Et Doumbouya leur a promis que la justice sera la boussole. En fait, en disant que la justice sera la boussole, c'était une façon de dire que les magistrats avaient le pouvoir de prendre les décisions qui convenaient à la loi. Pas qui convenaient au président Doumbouya, non. Et quelle devrait être l'attitude du président Doumbouya, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, si l'application d'une décision n'est pas, si une décision n'est pas appliquée? Sur le cas, par exemple, du Conseil supérieur de la magistrature qui a tranché sur le cas de Mohamed Diawara. Justement, parce que quand même ça aussi, je peux rejoindre Babila, parce que c'est vrai que la justice est indépendante, les magistrats, mais pourquoi on n'applique pas? Et lui, il est le garant, il est le garant des institutions, il est le garant du respect de la loi quand même. Le porte-parole des magistrats était assis dans ce studio-là, à la même place qu'Emmanuel. Il nous rappelait ici qu'il n'y a pas de texte de loi qui oblige justement l'exécution d'une décision rendue là-bas. Et c'est pourquoi je l'ai interpellé ce jour pour dire, alors, ça devrait être le véritable combat aujourd'hui des magistrats. Est-ce qu'ils ont approché le ministère de la Justice pour un projet de loi quelconque? Ils ont dit tout simplement, non, laissez le bon sens. Si le bon sens pouvait tout régler, pourquoi les textes de loi existent alors? Dès le moment où, malgré le bon sens, les gens ne l'appliquent pas, il faut le mettre dans des textes de loi pour que justement contraindre les gens à leur application. Bah évidemment. Allez. Donc pour finir rapidement, j'ai envie de... Je sais que ça ne plaira pas à Babila. Parce que Babila pense que la justice pour parler à Babila. est inféodée. Non, attends. Il pense Vous n'êtes pas là pour faire plaisir à Babila. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut votre point de vue. Le combat de rue, parce que ce n'est plus un combat à la loyale. Les procédures auraient pu régler ça si c'était un combat à la loyale. Mais c'est devenu un combat de rue. Le combat de rue ouvert entre l'association des magistrats et Charles Wright prouve à suffisance que nos magistrats n'ont pas de souci d'indépendance. Non, ils ont juste un souci de courage. Parce que Emmanuel le disait, que dire que les magistrats réagissent, ce serait venir parler avec la même énergie que Charles. Non, on n'a pas besoin de crier pour exposer la vérité. Charles a crié. Il est allé jusqu'à manquer de respect à notre confrère. Qui sortent les preuves. Non, il est allé jusqu'à manquer de respect à notre confrère. Au point où il dit qu'il vient pour aider, ensuite nous on bat les tam-tam. En fait, ce n'est pas... En fait, on peut remettre la vérité à sa place avec élégance. Et le porte-parole des magistrats, Emmanuel soulignait son élégance. Moi, je le connais personnellement. Je sais que c'est un brillant magistrat. Le juge Magloire. En fait, charismatique et surtout très éloquent. Donc, avec des arguments bien faits que les textes nous donnent. Vous savez, la beauté du droit ne réside pas dans la personne qui porte la robe. Non, la beauté du droit réside dans la personne qui exprime le droit. En fait, quand vous voyez quelqu'un, un magistrat éloquent en train de vous parler, vous avez envie de dire à tous vos enfants de faire droit. Mais bon, quand on a vu des magistrats aussi qui n'ont pas le langage, ça vous décourage. J'ai envie de dire à Emmanuel et à Babila, la justice est indépendante. Les magistrats peuvent venir ici avec l'éloquence qu'il faut, mettre les preuves sur la place publique. Parce qu'aujourd'hui, on a un seul problème. J'ai comme l'impression, et ça c'est une conviction, j'ai comme l'impression que Charles ne sait pas ce dont dispose l'association des magistrats comme preuve contre lui. Sur la question, et qui sait si Charles ne détient pas des éléments sur nos magistrats? Justement. Il ne faut pas écarter. Il ne faut pas l'écarter. On va terminer là-dessus. Sur ce cas précis, je ne parle pas de notre dossier, qu'on aille fouiller dans les archives de Mathusalem. Ça, je ne parle pas de ça. Mais pour ce cas précis, il y a des éléments tangibles qui... en tout cas, le cabinet du ministère de la Justice. Ça, c'est un fait évident, c'est un fait que nul ne peut occulter, en fait.
en ce qui concerne cette utopie d'indépendance du ministre de la Justice. Je pense que vous avez répondu pour ne pas répéter. Oui, oui. Je voudrais préciser cela. Parce qu'il insiste là-dessus. Tu lui as accordé ce crédit. S'il vous plaît. Alors, allez-y. Il faut permettre. Si c'est comme ça, je serai obligé parfois, si vous répétez pour que je puisse avancer. Allez-y. Je voudrais ajouter ces éléments-là. Comment pouvons-nous croire à cela quand on sait que des magistrats dans ce pays ont rendu des décisions de justice. Pour le cas précis qui fait l'objet de crise aujourd'hui au niveau du ministère de la Justice, c'est un magistrat qui a rendu une décision de justice. D'accord? Et ce magistrat est suspendu pour avoir rendu cette décision de justice. Par qui? Par le ministre de la Justice. Où est l'indépendance? Bon sang de bon Dieu. Allez, pour clôturer. Attendez, allez-y. Où est l'indépendance de la justice? À l'allure volée, je suis obligé de clôturer. Où est l'indépendance? Clôturer, à mon avis, la chose la plus importante aujourd'hui, moi j'interpelle en fin de compte le ministre Charles Wright. Vous savez, que vous soyez d'accord ou pas avec certains membres de votre département, en un mot, il est important quand même que quand les gens grèvent, quand les gens expriment un mécontentement par rapport à un sujet, le minimum que vous pouvez faire, c'est de les rencontrer. Mais la réalité, c'est que vous ne pouvez pas avoir une position prise déjà pour sortir, attaquer ces gens-là et après venir pour dire, ça laisse entendre que vous n'avez pas l'oreille pour pouvoir les écouter. J'entends aujourd'hui, le ministre convoquer ces gens-là, discuter avec eux, échanger avec eux, pour comprendre les griefs que ces gens ont aujourd'hui et voir éventuellement la possibilité de pouvoir les résoudre. Sans ça, je dirais également que le ministre... Allez, dans un instant, nous allons